Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Nouvelle vidéo, première vidéo de la semaine. Oui, vous le voyez, le décor est plutôt sympa derrière, vous l'avez remarqué dans les dernières vidéos. Je suis en vacances, mais j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo, de parler avec vous, de parler tennis, parce qu'il y a pas mal de choses à se dire. Il y a le titre, évidemment, d'Holger Rune, celui d'Alexander Zverev. Demain, les débuts sur le circuit professionnel de Moïse Kouamé. Alors bouge pas, ça commence tout de suite. Bon, on a pas mal de choses à se dire. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit parce que j'ai les copains qui dorment juste ici. Il y en a pas mal qui me l'ont demandé, donc je vais vous le dire. Je suis au Costa Rica, il y a un énorme décalage horaire. C'était pas facile, vraiment. C'est pour ça que vous voyez les vidéos arriver au fur et à mesure sur des horaires complètement décalés. Mais c'est pas grave, le principal est là. On va se parler. Avant de commencer la vidéo, je voulais vraiment vous montrer. Regardez, sur Tennis Draw Challenge, on est de plus en plus nombreux à jouer. Et on est seulement le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e groupe le plus chargé. Donc continuez de jouer, on joue tous ensemble, on s'amuse. Regardez, on est 317. Donc continuez de le partager à vos copains, c'est ultra sympa. Cette semaine, j'ai pas été mauvais. À Munich, j'ai fini juste ici, 11e, avec 64%. Donc le premier finit avec le même pourcentage que moi. Il y en a un qui a fait mieux ici, Dévaillant, mais au niveau des points, il est pas bon. Et on avait Barcelone. Barcelone, j'ai fini pareil, 14e. Donc voilà, 71%. Un peu moins quand même que les premiers qui ont été très bons. Franchement, il y a des mecs, vous êtes des machines. Je vous vois chaque semaine. Vous êtes très forts. Très clairement, bravo à vous. On va parler maintenant de la finale entre Carlos Alcaraz et Holger Rune. Évidemment, résultat un petit peu tronqué, on va dire, par la baisse physique de Carlos Alcaraz. Mais il ne faut pas enlever le mérite d'Holger Rune sur ce match-là. On va parler plus en détail du joueur, mais Holger Rune, très clairement, aujourd'hui a fait son match. Et j'ai beaucoup aimé, avant qu'on regarde les stats, ce qu'il a dit ici. Holger Rune avoue s'être inspiré de la victoire de Novak Djokovic entre Carlos Alcaraz et le Serbe en finale des Jeux Olympiques. Essayons de jouer de cette façon et de le faire jouer beaucoup de balles. Encore faut-il être capable de faire jouer beaucoup de balles à Carlos Alcaraz. Je pense très clairement que Holger Rune aussi a profité de la baisse physique de Carlos et que forcément le fait de faire jouer beaucoup de balles à un Carlos Alcaraz diminué pèse dans la balance à la fin de la rencontre. Mais on le voit qu'au fur et à mesure quand même, si on regarde ici, Carlos Alcaraz a beaucoup forcé, Carlos Alcaraz a beaucoup donné, très peu de coups gagnants, très peu de points au filet, ça lui ressemble peu. Déjà, je trouve que 10 points au filet, c'est moins qu'Holger Rune, qui lui aujourd'hui a été très bon au filet et a su, allez, on va presque garder un équilibre ici. Là, Carlos Alcaraz, c'est 2 fois plus de fautes directes que de coups gagnants. Donc on l'a vu, il a dû forcer. Holger Rune a varié ses positions entre prise de balle tôt, prise de balle tard. Il a su aussi très bien changer les directions. Il a puni Carlos Alcaraz aujourd'hui dans les changements de direction et en allant plusieurs fois longue ligne, que ce soit avec son coup droit ou avec son revers. Moi, très clairement, Holger Rune, c'est un joueur évidemment qui est très clivant, que parfois je peux détester, que parfois je peux adorer. Son tennis est très intéressant. Il a une palette technique et tactique excellente, très complète. On va dire que vraiment, j'adore son revers, je le trouve hyper performant avec son revers. En partant du retour, d'ailleurs, dès le retour, il est capable de venir pronto et de se jeter dans la balle. Il est capable de relancer croisé, court croisé, longue ligne. On va dire que j'ai un petit peu plus de mal avec son coup droit. Je trouve qu'en coup droit, vraiment, il est énormément de face. Il a énormément de mal à faire le transfert. Alors, ça marche beaucoup à la confiance du côté de son coup droit. Mais voilà, son revers, je le trouve impressionnant. Je le mets très clairement dans les meilleurs revers du circuit. Il est capable de partir longue ligne hyper facilement. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a dominé et qu'il a martyrisé Casper Ruud, car la diagonale revers entre les deux joueurs, c'était une sacrée farce quand même. On n'en a pas parlé de ce match. Mais voilà, Holger Rune, évidemment que c'est un joueur qu'on attend. On va en parler aussi ici sur son parcours. Et après, on va un petit peu plus détaillé sur le joueur, mais juste son parcours, on voit quand même que c'est un parcours monstrueux pour un ATP 500. Alors il y a le retraité Ramos Vignolas, contre qui il a eu du mal, mais qui reste quand même un petit poil à gratter. Et puis ensuite, on a Sébastien Baez, spécialiste de la terre battue, très bon joueur de terre. Ensuite, on a Casper Ruud, qui était quand même favori, et puis un des gros outsiders de Roland Garros, Karen Khachanov, qui faisait le meilleur tournoi de son début de saison, et Carlos Alcaraz,
diminué certes, mais quand même, qui est resté sur 9 victoires de suite. Tout ça, ça nous amène à un Holger Rune qui est aujourd'hui 9e mondial. On se rappelle, Holger Rune a quand même été 4e mondial, donc c'est le retour dans le top 10. Ça semble logique, très clairement, de voir Holger Rune top 10. Maintenant, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il arrive à s'installer dans ce top 10, qu'il arrive à se rapprocher du top 8, du top 5 au fur et à mesure. Et ensuite, petit à petit, comme je le vois passer partout, est-ce que Holger Rune peut venir se mêler à la danse avec Carlos Alcaraz et Yannick Sinner? Ma réponse, pas tout de suite. Si je dois vous donner mon avis, très clairement, pour moi, ce joueur est un cran en dessous de Yannick Sinner et de Carlos Alcaraz. Et j'ai même envie d'insister, un cran bien en dessous. Mais, ça reste un joueur qui est capable sur des one-shots, notamment sur des matchs en 2-7 gagnants, de battre n'importe qui, dont les meilleurs joueurs du monde, comme Sinner, Alcaraz ou encore Zverev, pourquoi pas. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Holger Rune aujourd'hui est un joueur à fort potentiel. Certes que on a envie peut-être un petit peu trop de nous survendre. Il ne faut pas oublier qu'il a seulement 21 ans, comme Carlos Alcaraz certes, mais pour l'instant, mis à part son titre en Master 1000 face à Djokovic à Bercy, c'est trop peu. C'est trop peu pour le comparer à Sinner et Alcaraz et dire qu'on a les mêmes attentes. Sur un match ou deux, oui. Sur la longueur, et pour l'instant, non, c'est beaucoup trop léger. C'est mon avis en tout cas. Si on regarde son début de saison, Holger Rune, c'était avant ce tournoi 11 victoires pour 9 défaites. C'était très médiocre, très clairement. On sait que la saison sur terre battue est une saison importante pour lui, puisque ça lui permet un petit peu de calmer son jeu. Lui qui est un petit peu feu follet, un petit peu foufou sur le terrain parfois, qui a besoin d'avoir son cadre bien établi pour vraiment s'épanouir sur le terrain, très clairement. Alors il y a eu cette finale à Indian Wells, mais il y a surtout 2 firsts ici, il y a surtout 4 défaites au deuxième tour. Voilà, c'était pas un début de saison très très bon pour le Danois, mais au final, force est de constater que voilà, avec ce titre, pour moi, il lance enfin sa saison. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'Holger Rune sur la suite de la saison? Très clairement, plusieurs demi-finales, j'ai envie de dire plusieurs demi-finales de Master 1000. Pourquoi pas une demi-finale de Grand Chelem aussi, en fonction du tableau qu'il peut réussir, qu'il peut avoir. Et un autre titre en ATP 500, pourquoi pas. Pourquoi pas même un titre en Master 1000, très clairement. Je pense qu'au fur et à mesure, il ne faut pas prendre toujours l'excuse de l'âge. Il faut qu'à un moment, il assume lui aussi son statut, le statut qu'il a envie d'avoir. On va lui laisser le temps. Mais attention quand même à pas trop laisser de temps à ce genre de joueur. On part du côté de Munich avec la victoire d'Alexander Zverev face à Ben Shelton. Alexander Zverev qui a été impérial au service, qui était dans un jour plus, très clairement. Lui qui faisait un tournoi très moyen, on va dire, mais qui aujourd'hui a été clinique, seulement 7 fautes directes, 13 coups gagnants. Ben Shelton lui a forcé 21 fautes directes, 11 coups gagnants, des décalages coups droits à foison. Le gars n'a pas voulu jouer de revers. Mais ce qu'on peut dire sur ce match, c'est quand même qu'Alexander Zverev, et plus globalement sur le tournoi, il a été mis en danger, il était en difficulté, mais comme trop souvent, je trouve, il arrive à s'en sortir. Notamment face à Griekspoor. Encore une fois, Griekspoor a fait caca culotte, très clairement, on peut dire les mots. Alexander Zverev s'en sort. Je ne sais pas s'il s'en sort de par son statut, parce qu'il a une marche face à ce genre de joueur, mais voilà, il remporte ce genre de match, chose qu'il n'arrivait plus à faire depuis le début de saison et qu'on lui a suffisamment reproché pour le souligner aujourd'hui quand il arrive à le faire. Parce que oui, il était dos au mur dans ce tournoi, mais il remporte quand même le trophée. Un trophée qui a un impact quand même hyper important parce qu'au classement, voilà, vous voyez, il repasse 2e mondial. Alors, est-ce que ça va tenir jusqu'à Roland-Garros? Je ne pense pas, il a énormément de points à conserver. Mais voilà, à l'heure où on se parle, Yannick Sinner et Alexander Zverev sont les 2 premières têtes de série pour Roland-Garros. Et franchement, c'est quelque chose qui me dérange parce que je rêve d'une finale à Roland-Garros entre Sinner et Alcaraz. Alors c'est possible si Alcaraz n'est pas du même côté que Sinner, mais j'espère vraiment, entre vous et moi, que Sinner et Alcaraz vont rester numéro 1 et numéro 2, et ensuite, au fur et à mesure, on verra ce qui va se passer. Mais cette victoire face à Ben Shelton, elle permet aussi de mettre en lumière le beau tournoi de l'Américain, très clairement, qui est passé à côté de sa finale, mais qui nous a montré des très belles choses. Lui qui est capable, finalement, de bien jouer sur terre battue, un profil qu'on n'attendait pas forcément. Je pense que lui-même s'est étonné de cette performance. Première finale en ATP 500 sur terre battue, donc je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que globalement, là, le top 15 me plaît.
On parle de la dégringolade très rapidement de Casper Ruud. On ne va pas non plus s'éparpiller dans cette vidéo. On regarde très vite le classement comme ça. Il y a un joueur très en forme, c'est Alex de Minaur. On a Jack Draper aussi. Tyler Fritz, attention à la dégringolade dans quelques mois. Mais voilà, on a quand même des joueurs qui font leur apparition et qui deviennent de plus en plus solides. De Minaur, Draper, on vient de le dire. Runeki, j'espère, va s'installer dans le top 10. Et puis ensuite, on a quand même Arthur Fils qui a fait un bon tournoi. Donc voilà, c'est un top 10, un top 15 qui change chaque semaine. C'est ça aussi qui est génial dans ce sport. Et puis on a toujours des nouveaux visages qui arrivent en permanence. Et la transition est toute trouvée parce qu'on en parle suffisamment sur cette chaîne. Mais Moïse Kouamé démarre enfin, demain pour moi, aujourd'hui pour vous au moment où cette vidéo va sortir. Et son premier match sur le circuit professionnel face à VDZ, Van de Zandschulp, tombeur de Rafael Nadal pour son dernier match en carrière, tombeur de Carlos Alcaraz à l'US Open. Moïse Kouamé, qui est un jeune Français, clairement né en 2009, 16 ans, qui est déjà classé entre la 900 et 1000e place mondiale. C'est très très fort ce qu'il propose. C'est très fort parce que on sent une maturité dans son jeu, dans ses prises de décision, même physiquement. C'est un joueur qui impressionne. Et il y a quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est que ces dernières semaines, on a vu qu'il s'entraînait avec Gilles Simon. Gilles Simon qui est un ancien joueur, évidemment, tout le monde le sait, mais qui a une approche tactique et technique qui est très différente de beaucoup de coachs. Et je pense que ça peut être hyper intéressant avec un jeune crack comme ça, français en plus. On l'a vu, Gilles Simon qui était parti entraîner Daniil Medvedev, qui avait intégré l'équipe en tout cas. Je pense que c'est une très bonne chose de l'utiliser sur nos jeunes talents. Parce que nous aussi en France, on a besoin d'avoir les meilleurs entraîneurs possibles. Et mon avis personnel, c'est que Gilles Simon peut faire partie de ces gens-là qui vont développer et qui vont faire avancer le tennis français. Donc voilà, on clôture cette page de Barcelone, de la TP 500, de Munich aussi, avec deux très beaux vainqueurs, très clairement, deux belles finales, deux bons tournois, deux beaux tournois, et puis on se tourne délicatement vers le Master 1000 de Madrid. On fera les pronos dans 2 jours, au moment où les qualifications seront terminées, et en attendant, on va suivre nos Français, et notamment Moïse Kouamé. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, lâche ton meilleur pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouve très bientôt.